Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue dans Parcours de migrants. Le droit d'asile et l'action humanitaire est le thème de notre 4e émission. Selon la Convention de Genève de 1951, le droit d'asile est un droit ultime de protection contre un risque de persécution. C'est pourquoi il est internationalement reconnu et inscrit dans la Constitution française. Mais aujourd'hui, partout en Europe comme en France, la question des demandeurs d'asile semble diviser les classes politiques. L'opinion publique en fait sa tasse de thé, les médias nationaux et internationaux en font le fonds de commerce, et même les pays les plus riches restent indifférents à la souffrance des gens qui ont tout laissé en fuyant des guerres et des génocides. Au regard de tout cela, notre problématique dans cette émission est la suivante. Peut-on encore parler de droit d'asile? La Convention de Genève 1951 n'est-elle pas révolue? Quelles conséquences de la dérive des pays les plus riches envers les demandeurs d'asile? Et quelles solutions pour éradiquer ce problème? Pour en parler, nous structurons notre émission en 3 parties. Première partie, Convention de Genève de 1951 et son inscription dans la Constitution française. Deuxième partie, les conséquences des dérives des États vers des interprétations minimalistes de la protection. Troisième partie, que faire pour plus d'actions sociales, sécuritaires et humanitaires? Pour en parler, nous recevons 3 invités. Maître Rose Nicole Sim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Bobigny. Ça, oui. Maître Alexis Ngounou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en droit, avocat au barreau de Paris et chargé des cours à Paris 1 à l'université Sorbonne Panthéon. C'est exact. Et Monsieur Fopa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association internationale Culture sans frontières et vous êtes également éducateur spécialisé et conseiller d'insertion professionnelle. C'est bien cela. Alors, ma toute première question, c'est de savoir si la Convention de Genève 1951 n'est pas révolue. Alors, merci de nous inviter à cette émission sur ce thème qui est ô combien d'actualité. Alors, la Convention de Genève de 1951, loin d'être révolue, elle est tellement d'actualité. Les évolutions sociales, les évolutions politiques, les évolutions du monde nous montrent aujourd'hui que la question de la protection des personnes qui fuient pour toutes sortes de raisons, notamment pour des raisons de persécution, de violence généralisée, est ô combien d'actualité. Donc la Convention de Genève, moi, elle est, c'est pas qu'elle me semble, c'est qu'elle est complètement d'actualité. Maintenant, toute la question va être sur qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Elle est d'actualité. Elle est d'actualité à cause de l'actualité elle-même, à cause des bouleversements que connaissent le monde, avec des conflits qui se créent à gauche, à droite. Partout dans le monde, il y a une multiplication des conflits. Il y a des digues qui ont sauté. On a connu déjà en 2015-2016 toute une vague migratoire qui concernait tous les continents. C'est une convention qui aujourd'hui est d'actualité parce que l'actualité est à la protection de ceux qui fuient précisément ces conflits et ces barbaries qui se développent dans différentes parties du monde. Et que dit exactement cette convention? Alors, la Convention de Genève, elle est de 1950. Il faut dire que c'est une convention qui a été... C'était un des instruments les plus accomplis. Après, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les barbaries que le monde à la Deuxième Guerre mondiale et toute la barbarie que ça a généré, notamment en Europe et dans d'autres parties, particulièrement en Europe. Donc, il s'agissait d'organiser une protection des personnes qui fuyaient
c'est particulièrement cette barbarie nazie, et d'offrir à toute personne dans le monde qui pourrait se voir exposée à des persécutions en raison, comme la Convention, l'article 1, en d'autres termes, sécuriser l'humanité. Voilà. Pour ne plus reconnaître encore tout à fait, ces guerres. Qui serait exposé à des persécutions en raison de son origine ethnique, de son appartenance à un groupe social, de son orientation sexuelle, et voilà, en raison de ses opinions politiques qui seraient exposées à tout cela. Donc il s'agissait d'un instrument universel qui permette de protéger les gens. Et comment cette convention a été ratifiée? Déjà, une chose qui est très importante à souligner, c'est que l'article 1, particulièrement, qui définit la notion de réfugié, a précisément pendant l'élaboration de cette convention, il a été dit que cet article-là ne ferait pas l'objet de réserves. Vous savez, en droit international, les réserves, les États peuvent faire des réserves sur un certain nombre d'articles concernant des conventions. Mais cet article 1 ne doit et ne pouvait et n'a pas pu faire l'objet d'une réserve parce que ça devait être fixé dans le marbre du droit international, la protection des victimes, parce que c'est intemporel. Voilà. Et Maître Alexis? Oui, je souscris à tout ce qu'a dit mon confrère à ce sujet. Que dit la Convention de Genève? Vous avez posé la question. Et d'abord ça, vous avez posé de façon un petit peu, je dirais, ce qui pourrait prêter à équivoque, ce qui pourrait, je veux dire, frustrer ou alors faire bondir, à savoir cette convention sert à quoi? Est-ce qu'elle est d'actualité? Est-ce qu'elle sert encore à quelque chose? Oui, la Convention de Genève sert à quelque chose, d'abord parce qu'il n'y a rien d'autre. S'il n'y avait pas la Convention de Genève, je ne sais pas comment on protégerait les gens aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec vous, elle est insuffisante. Et c'est justement parce qu'elle est insuffisante qu'elle a déjà été complétée. Elle a été complétée d'abord sur le plan européen parce qu'on appelle le règlement Dublin. C'est quoi le règlement Dublin? Le règlement Dublin, c'est cette disposition communautaire qui a été prise pour essayer d'organiser le traitement des demandeurs d'asile. Malheureusement, il y a eu une interprétation un petit peu contraire ou alors dans le sens contraire des intérêts des réfugiés parce que le but du règlement de Dublin, c'était de dire quand un réfugié arrive dans un pays européen, on prend ses empreintes digitales ou que ce réfugié parte en Europe, c'est ce premier pays dans lequel il est arrivé qui a l'obligation de traiter sa demande d'asile. Ce qui fait que, certes, à la base, l'idée, c'était de protéger ceux qui arrivent et de centraliser le traitement de leurs demandes, mais la sagesse ou la mauvaise foi des États européens a fait que, aujourd'hui, ce règlement est retourné contre les demandeurs d'asile. Dans quel sens? J'arrive en Allemagne, je fais ma demande d'asile, ou alors plutôt j'arrive en Italie, puisque nous savons tous que la plupart des demandeurs d'asile arrivent généralement par l'Italie ou la Grèce. Je ne fais même pas ma demande d'asile, parce que ce qu'on voit tous les jours dans le contentieux, nos clients nous disent « mais j'ai jamais fait de demande d'asile en Italie ». Mais simplement parce qu'en franchissant le territoire italien, j'ai donné mes empreintes digitales, je suis enregistré comme étant entré par l'Italie. Ce qui fait que demain, je quitte l'Italie, je viens en France et je demande l'asile en France. La première chose que fait la France, c'est de relever mes empreintes digitales et les comparer à la base de données des empreintes digitales. Quand la France se rend compte que j'ai été en Italie, même si je n'ai pas demandé l'asile, je le dis, je le précise encore, qu'est-ce que fait la France? Tout naturellement, elle me renvoie vers l'Italie. Et ça fait des contentieux interminables, c'est ce qu'on appelle nous les Dublinés. Ça fait des contentieux interminables, pourquoi? Parce que vous avez des gens
qui se retrouvent en train d'être privés de leurs droits essentiels. Il y a un dévoiement de sens même. Qu'on soit libre, voilà, de choisir qu'on sa soit destination. libre de destinée. Voilà. Je terminerai là-dessus pour vous faire part d'une récente décision de la Cour de cassation qui est tombée le 27 septembre 2017 à ce sujet, parce que le problème a été tel que les Dublinés se retrouvaient placés en rétention administrative. La rétention administrative, c'est quoi? C'est qu'on vous contrôle, vous n'avez pas de titre de séjour, ou simplement, moi je vais demander l'asile en France, j'arrive parce qu'on constate que je suis dubliné, la France s'arroge le droit de me placer en rétention, c'est-à-dire dans un centre administratif fermé, le temps d'organiser mon expulsion vers l'Italie. Or, dans l'essence même de la Convention de Genève, un demandeur d'asile ne peut pas être placé en rétention, mais simplement parce que dans la Convention, il est prévu que les États ont la possibilité, quand il y a risque de fuite, de placer toute personne, y compris les demandeurs d'asile, en rétention. Tous les États se focalisent sur cette disposition et donc les Dublinés sont placés en rétention. Je vous ai cité cet arrêt de la Cour de cassation qui est venu dire que le simple fait pour un demandeur d'asile de ne pas avoir d'adresse ne constitue pas un risque de fuite et que par voie de conséquence, on ne peut pas, on ne devrait plus placer les demandeurs d'asile, en tout cas les Dublinés, en rétention. Donc, c'est un arrêt qui est très important pour les demandeurs d'asile. Et voilà, allez-y. Je vais me tourner vers M. Fopa. Alors, est-ce que le droit d'asile est vraiment suivi en France? Oui, alors, justement, quand j'entends dire tout ça, qu'on ait un cadre juridique administratif pour pouvoir encadrer le parcours migratoire pour qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, l'aisance de vivre dans le pays d'accueil, ok, mais en aucun moment, l'humain est placé, n'est-ce pas, au centre de préoccupation. Ce n'est que des intérêts, qui prévaut au détriment de l'humain qui est au centre de préoccupation. Et quand vous parlez des intérêts, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion, le maître l'a dit, les avocats l'ont dit, c'est-à-dire que voilà un demandeur d'asile qui arrive, le seul fait qu'il a déjà été dans un autre pays et qu'il arrive ici, on ne prend pas le soin de l'écouter, d'écouter son récit et de lui donner la possibilité d'avoir une adresse, puisqu'après on va lui dire qu'il n'a pas d'adresse, donc forcément on ne va pas lui donner, n'est-ce pas, le droit d'asile. Et vous voulez dire que la France ne joue pas vraiment son rôle dans le cadre des demandeurs d'asile? On sait très bien que pour qu'une procédure de demande d'asile puisse aboutir, il faut qu'il y ait ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, une adresse ou une résidence, une adresse quelque part. Mais, une domiciliation. Une domiciliation, voilà. Mais on sait aussi que les services préfectoraux ou même ceux-là qui établissent même les demandes d'asile ont connaissance, n'est-ce pas, des lieux où ils peuvent obtenir cette domiciliation pour pouvoir procéder tranquillement à leur demande d'asile. Mais comme on va te balancer là et tu viens ici... Alors, vous avez des cas concrets au sein de votre association? C'est mon boulot quotidien, c'est mon boulot permanent. Où un demandeur d'asile, il arrive. C'est pour ça qu'à un moment donné, il se trouve dans la clandestinité. Vous pouvez nous donner quelques exemples, par exemple? Alors, exemple, c'est ce jeune mineur qui arrive, qui, elle, là, il ne sait pas où aller. Finalement, c'est la police qui va l'attraper, qui va l'interpeller pour des raisons X, Y, et qui va l'amener et qui va demander à avoir une domiciliation, mais il n'obtiendra jamais une domiciliation. Quand il arrive chez nous à la maison des associations, il est trop tard et on n'arriverait pas à lui obtenir une domiciliation jusqu'à il va avoir une majorité et finalement on va nous demander qu'on ne peut pas parce qu'il est déjà majeur. Il aurait fallu qu'on puisse procéder à tout ça quand il était mineur. Vous voyez? Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour avoir cette domiciliation dont vous parlez? Alors, déjà, le service qui accueille le migrant pour l'accompagner à pouvoir acquérir le droit d'asile
doit avoir connaissance de lieux où il peut obtenir cette domiciliation. Lui conseille qu'il fasse cette domiciliation. Une fois qu'il a eu cette domiciliation, il peut constituer sa demande, n'est-ce pas, d'asile, en sachant très bien qu'une fois qu'il a constitué que sa demande est en cours, il ne peut plus avoir aucune crainte de quoi que ce soit, puisqu'il a déjà entamé le processus, n'est-ce pas, d'intégrer, n'est-ce pas, le pays d'accueil. Donc, déjà, le premier accueil serait de lui donner une information sur la domiciliation et de l'accompagner aussi pour qu'il puisse continuer le processus, n'est-ce pas, d'obtenir le droit d'asile. Merci. Je voulais un instant rebondir sur ce que mon confrère disait et sur ce que M. Fopa disait, parce que ça traduit un peu ce que la problématique que vous êtes en train de soulever, à savoir l'efficacité du cadre juridique, des mesures et des politiques qui sont mises en place pour accueillir les demandeurs d'asile et implémenter cette convention qui est si importante. Et mon confrère parlait tout à l'heure de la convention, de la directive Dublin. Ça crée le problème. La convention de Genève dit quoi? Elle dit qu'elle a fixé, la convention, les conditions minimalistes. Et que, dans son préambule, c'est des conditions minimalistes de protection. Et que c'est aux États de mettre en place les mesures, chaque État de mettre en place les mesures les plus favorables pour les demandeurs d'asile. Sauf que, quand je reprends l'exemple de la directive que mon confrère a citée, celle de la directive Dublin, le problème, l'arrière-pensée derrière tout ça, c'est que, en réalité, l'asile, c'est un poids pour les États. Un poids, c'est-à-dire? Un poids. Un poids à la fois économique, politique. Parce que les États dépensent beaucoup, vous voulez dire? Parce qu'ils estiment qu'ils dépensent beaucoup. Maintenant, on va voir les budgets de chacun. Un pays comme la Suède, proportionnellement, dépense tellement plus que la France. Mais en France, par exemple, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a très peu de migrants ou de demandeurs d'asile en France. Et tous veulent aller en Angleterre. En Allemagne, par exemple, en Angleterre. Et la récupération politique dit qu'il y a trop de demandeurs d'asile. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Alors, il faut dire que dans cette histoire. Tout à fait. Il faut dire, dans ce pays, la question de la question des migrants en général, des demandeurs d'asile en particulier, c'est une question qui est idéologique, qui est emprisonnée dans l'idéologie. Et régulièrement, l'extrême droite s'empare de cette question pour agiter l'épouvantail du grand remplacement des populations, l'épouvantail de l'envahissement, alors qu'il y a des chiffres très clairs. Au plus fort de la crise migratoire en 2015-2016, la Suède était à 16% de migrants dans la population. L'Allemagne était à 9%, la France était à 1%. Ça veut dire que la France n'a jamais été un pays... D'ailleurs, les migrants ne choisissent la France qu'en dernier recours. Je voulais dire que... Comment vous expliquez cela? Parce que la France fait tout pour mettre sur le territoire ce qu'ils appellent une atmosphère hostile aux demandeurs d'asile. Il faut faire tout pour que ça ne soit pas un pays... C'est paradoxal, pourtant on appelle le pays les pays des droits de l'homme une terre d'accueil, mais elle n'est pas du tout. Il y a une volonté politique claire de ne pas créer d'appel d'air. Je reprends les expressions des hommes politiques, de ne pas créer d'appel d'air, c'est-à-dire créer un environnement qui soit hostile aux demandeurs d'asile, c'est-à-dire par l'absence de mesures d'accueil, comme M. Fopa le disait, voilà, l'absence de mesures d'accueil, d'information. Beaucoup sont, quand ils font leur demande d'asile, sont en procédure prioritaire, qu'on appelle aujourd'hui les procédures accélérées, parce qu'ils n'ont pas suffisamment l'information suffisamment tôt pour faire leur demande d'asile et passer 121 jours après leur enregistrement sur le territoire. La plupart ont attendu un rendez-vous pendant plus de 121 jours et passent en procédure accélérée. Procédure accélérée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, on considère déjà que votre demande n'est pas très fondée, mais
Voilà, c'est... Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement la France qui est incriminée ou qui est indexée. Il y a aussi d'autres États riches qui restent indifférents à l'accueil des migrants. C'est aussi une autre problématique. Bah, la France est partie. Bon, nous parlons de la France parce que nous exerçons dans ce pays, dans ce cadre-là. Dans d'autres pays, il faut dire que l'Angleterre, l'Allemagne, c'est toute une autre logique. Enfin, je veux dire, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été ça en Allemagne. Il a fallu le courage politique d'une Angela Merkel pour qu'elle a pris une décision qui fait date, qui marque l'histoire. La décision qu'elle a prise d'accueillir plus d'1 million de migrants en l'espace de quelques mois. L'Angleterre a une tradition plus importante d'accueil des migrants, tant au niveau des politiques d'accueil, du cadre juridique de l'accueil, que de la mise en place des politiques d'accueil avec les informations, l'hébergement, la mise en place. Voilà, l'Angleterre, maintenant, la situation économique en Europe est aujourd'hui telle que les budgets qui sont coupés en premier, c'est ce qui concerne les droits des étrangers. Alors, Maître Alexis, est-ce que les demandeurs d'asile en France connaissent réellement les droits? Hélas, non. Hélas, non. Et je pense que c'est tout l'intérêt également de votre émission. Mais il ne faut pas commencer à le dire qu'il y a un déficit d'orientation. Je pense que, et je rejoins mon confrère là-dessus, ils ne connaissent pas leurs droits. D'abord parce que, peut-être de par ce qu'ils ont vécu, ce n'est nécessairement pas leur priorité, mais aussi parce que le pays où ils arrivent, et particulièrement la France, ne les y incite pas. Il n'y a pas, je ne sens pas un véritable désir de porter à la connaissance de ces migrants-là leurs droits. Qui sont lesquels? Il faudrait que les migrants, et c'est important, le premier des droits, puis le premier des droits, c'est l'accès à l'information. Et moi, je dis aux migrants, en tout cas à mes clients quand je les reçois, qu'ils doivent d'abord savoir que l'obtention du statut de réfugié en France est extrêmement difficile. Il faut savoir, et là je vous ai ramené les chiffres, les statistiques de l'année 2016, sur 85 726 demandes d'asile, on n'a eu que 26 000 dossiers qui ont abouti. Que 26 000. Donc, et ça, je parle du cas purement de la France. Sur près de 87 000, on n'a que 26 000. Ça veut dire que... Comment je l'explique? Plusieurs explications. Il y a déjà ce qu'a expliqué mon confrère, à savoir le fait que la migration relève d'un mythe idéologique qui est tenu comme un épouvantail par les hommes politiques. Et là, moi je le dis fort haut et fort, ce n'est pas que les hommes politiques de droite ou d'extrême droite. La gauche est particulièrement hypocrite sur cette question, parce que moi je dis, j'ai reçu des clients qui me disent « Ah ben la circulaire Valls, je rentre parfaitement dans la circulaire Valls ». Je dis ben, « Oui, mais très bien, vous rentrez, mais sauf que c'est une circulaire. Ça n'a aucune valeur par rapport à la loi. Si M. Valls avait bien voulu aider, pour reprendre l'expression qu'ils disent, les étrangers dans la régularisation, on aurait fait un décret, on aurait modifié la loi. Donc on se contente de faire une circulaire pour donner l'impression qu'on est soucieux de la situation des étrangers. Donc il y a sur ce plan-là une espèce d'hypocrisie qui vient compliquer la situation. Donc je dis, premièrement, le fait d'accéder à l'information. La France ne le fait pas pour ces raisons. Deuxièmement, parce que la France aussi, et c'est curieux de le dire, n'applique pas totalement le contenu de la Convention de Genève et aussi de Dublin, qui dit qu'un demandeur d'asile a droit à l'assistance, et notamment à l'assistance d'un avocat, gratuitement. En France, aujourd'hui, quand vous faites votre demande d'asile, vous voulez aller voir un avocat pour qu'il vous aide à constituer votre dossier, vous payez. Vous voulez aller à l'OFPRA, vous payez. Certes, on nous a donné le droit, après tant de contestation, de pouvoir accompagner nos clients à l'OFPRA, mais ce n'est pas pris en charge par la société française. Le seul moment où on a de la gratuité, c'est quand le client a une décision de refus et qu'il veut se faire recours, passer devant la Cour nationale du droit d'asile. Là,
il a droit à un avocat gratuitement. Ce n'est pas ce que disent les textes européens, c'est la gratuité, y compris même dans les frais de traduction des documents. Donc, il y a ça. Et là où je voulais dire, et aussi informer les migrants, vous m'avez posé la question, pourquoi il y a autant de refus? Il y a autant de refus pour tout ce que je viens de dire, mais aussi, ne nous voilons pas les yeux. Moi, j'ai pour habitude de dire les choses très franchement, aussi parce que vous avez des dossiers totalement bidons. Moi, j'ai des clients qui me servent des dossiers, je les regarde les yeux dans les yeux, je leur dis, vous croyez réellement que ce dossier va pouvoir vous permettre d'obtenir le statut de réfugié? Est-ce que vous croyez réellement à votre dossier? Ils sourient et me répondent, écoutez, je tente ma chance. Oui, vous tentez votre chance, mais simplement, il faut construire un dossier. Je ne dis pas que votre dossier doit relever de la réalité de tout ce que vous avez vécu, mais constituer un dossier vraisemblable. Vous avez pas mal de dossiers qui sont totalement invraisemblables. Et quand vous avez un dossier invraisemblable, vous n'allez pas vous attendre à des miracles. Parce que devant la Cour nationale de droit d'asile, ce sont des personnes qui ont eu certaine expérience, qui vous jugent et qui verront très vite cette situation. Le droit des migrants, et je vais peut-être terminer là-dessus, il faudrait que les migrants, les demandeurs d'asile sachent que quand ils arrivent, ils peuvent avoir droit, il faut prendre des renseignements, qu'ils sachent qu'il y a aussi, pour pouvoir bénéficier de cette protection conventionnelle, une procédure qui est très enfermée dans des délais. Quand il va à la préfecture pour se signaler et enregistrer sa demande, la préfecture, dans les 3 jours qui suivent, lui délivre une attestation. Il a droit à percevoir une allocation. Il a droit à un logement. Mais dans ce temps-là, il faut qu'il dépose son dossier à l'OFPRA très rapidement. On a parfois des gens qui attendent tellement longtemps avant de déposer le dossier à l'OFPRA. Et quand ils déposent le dossier à l'OFPRA, s'ils ont une décision de refus, c'est 1 mois pour faire un recours. Donc, oui, allez-y. Alors, monsieur Fopa, vous qui avez une association, quels sont réellement les problèmes? Nous faisons en même temps une transition sur la deuxième partie de l'émission. Quels sont les problèmes des demandeurs d'asile que vous avez au sein de votre association? C'est justement ce que vient de dire Maître, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent des cas précis déjà, ils ne savent même pas. Ils ne savent pas ce que c'est que demande d'asile. Déjà, il faut qu'ils soient informés, ils soient accompagnés, qu'ils construisent le dossier. Et en plus, quand bien même ils ont construit le dossier, la complexité, n'est-ce pas, de la composition du dossier, des fois, je vais vous prendre un exemple. En 2002, il y a eu des événements en Côte d'Ivoire. Donc, tous les Ivoiriens qui venaient à ce moment-là, parce qu'il y a des événements, la guerre qui se passait en Côte d'Ivoire, pour la demande d'asile, il fallait qu'ils montrent la preuve qu'ils sont persécutés. Qui sont cela. Et ça, c'est une des questions réservées. Comment réellement certifier qu'on est en danger ou qu'on est persécuté? Ça, c'est une question qui me tient. C'est fond. Okay. Mais alors, attends, on est en train de tuer les gens et tu arrives, on te demande qu'il faut... Deux fois, les gens sont obligés... On peut aussi inventer des histoires. Ça passe, hein? Mais ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Alors, à partir du moment où le pays d'accueil ne met pas en place un cadre pour pouvoir accompagner les gens à comprendre justement qu'est-ce qu'ils veulent, les procédures... On ne peut pas tout ramener au pays d'accueil. Mais, attendez. On a dit, tu viens demander une protection. Ça veut dire que tu es menacé. Comment penses-tu? Psychologiquement, la personne est menacée. Dans sa chair, dans son sang et tout. Il vient, mais la moindre des choses, c'est de pouvoir aménager un cadre pour l'accueillir, l'informer, dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit bien protégé. Bon, cela... Et vous voulez dire qu'en France, ici, ils n'ont pas tous ces cadres-là pour accueillir tous ceux qui sont persécutés, qui viennent, qui fuient leur pays, qui fuient les guerres. Cela revient à ce que nous avons dit, et moi je continue de le dire, c'est de sensibiliser tout un chacun, d'avoir un esprit. Répondez d'abord à la question. Est-ce à dire que la France n'accueille pas les persécutés et ceux qui fuient des guerres? Je ne suis pas en train de dire que la France ne fait rien.
Mais simplement, je dis, la complicité de ce que fait la France, c'est que les gens sont obligés de faire du faux. La complicité, c'est quoi la complicité? Vous parlez de complicité, on veut savoir. Ce que vous voulez savoir, c'est que quelqu'un vient dire, on le sait, les informations passent tous les jours en boucle, qui a la guerre dans son pays. Il vient là, il demande protection, tu demandes qu'il prouve encore. Quelle preuve tu veux? Non mais ça... Oui, allez-y. Je voulais juste dire, il y a aussi, vous avez soulevé cette question-là, qui est une question de notre exercice quotidien. On rencontre des demandeurs d'asile. J'ai souvent l'habitude de dire aux requérants que je me fiche que l'histoire soit vraie ou qu'elle ne soit pas vraie. Il faut qu'elle soit vraisemblable. On n'est pas là pour juger, on n'était pas là. On n'est pas là pour juger. Il faut que ce soit, il faut déjà, la première chose qu'on lui explique, c'est quoi le droit d'asile? Qu'est-ce qui rentre dans le cadre? Parce que c'est très encadré, le droit d'asile. Tous ceux qui arrivent, tous les migrants qui arrivent ne sont pas des demandeurs d'asile. Certains arrivent avec des histoires dramatiques, des histoires terribles, mais malheureusement qui n'entrent pas dans le cadre du droit d'asile, parce que c'est très encadré. La Convention dit quoi? Elle dit que c'est des personnes, les personnes qui sont... qui ont des raisons de craindre pour leur vie en raison des opinions politiques, de l'appartenance à un groupe ethnique, à un groupe social, à une orientation sexuelle, c'est très encadré. Et les gens viennent avec des histoires de vie terribles, mais qui ne rentrent malheureusement pas là. Et d'où un pourcentage de refus aussi important. Vous avez les statistiques que vous avez citées. Il y a certainement dans les statistiques les Érythréens, les Soudanais qui tirent les chiffres par le haut. Évidemment. Eux, c'est 80%. Le Soudan, c'est le premier pays de demande d'asile. Voilà. À côté de ça, vous avez des pays où il y a 1% d'asile, alors que c'est des pays qui connaissent des situations extrêmement compliquées. Voilà. Donc, c'est ça un peu là, parce que les chiffres cachent des choses beaucoup plus complexes. Monsieur Foupa, vous qui recevez toujours des demandeurs d'asile, ils viennent avec des problèmes psychologiques, comme le soulignait Maître Sim. Qu'est-ce qu'ils disent? Quel est leur problème, leur souffrance? Comment vous les voyez, ceux que vous accueillez chez vous? C'est-à-dire qu'ils ont déjà une... Ils souffrent de quoi? Quels sont les problèmes réels des demandeurs d'asile? Ils avaient quitté leur pays déjà. Psychologiquement, c'est d'abord d'avoir coupé les racines avec leur famille. L'exil, c'est... Parce que c'est atroce. Parce que le voyage n'a pas été préparé. Pas du tout. Dans la précipitation. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous dire, ceux que nous accompagnons, le récit, c'est atroce comme dit le maître. C'est-à-dire que déjà, il a vu, il a été témoin de fusillade de son père, de sa mère. Qu'est-ce que vous voulez? Il te le dit avec les larmes, avec plainte, tout ça. Il te le dit. Et après, on va demander encore des preuves, tout ce qui s'ensuit. Mais c'est l'administration, il faut suivre l'administration. Non mais attendez, doucement. Alors, après, quand nous on les accueille, ces migrants, déjà, il y a un cadre. On aménage un cadre pour pouvoir les accueillir et les comprendre. Bon, on n'est pas simplement éducateur. Vous avez des psychologues avec vous. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les assister, pour les accompagner? On les met d'abord à l'aise, qu'ils se sentent apaisés par le fardeau de leur parcours, partout par la charge émotionnelle qui pèse sur eux. Donc ils sont à l'aise. On fait recours à nos différents réseaux, les réseaux d'éducation sans frontières, comme je vous ai dit, les réseaux comme la CIMAD ou le CCFD, ou les réseaux d'associations, parce qu'on est donc en réseau. On fait appel à tout ce réseau pour mettre ce migrant à l'aise, pour qu'il ait confiance d'abord en lui, par rapport à ce qu'il va dire, parce que ce qu'il va dire va nous permettre de pouvoir l'accompagner dignement, pour qu'il puisse entamer le processus, n'est-ce pas, c'est la demande d'asile. Alors la difficulté, c'est comme les avocats ont signalé, c'est qu'il y a les questions de délai. Donc c'est la course à la montre. Alors, est-ce que au sein de votre association, vous orientez des
demandeurs d'asile souffrant psychologiquement vers des centres Tout à fait. Psychologiques. Tout à fait, parce que alors, je vais vous citer l'un de nos... Parce qu'ils doivent aussi savoir que Tout quand à on fait. souffre, il Voilà. faut pouvoir Voilà. Il y avait être le- assisté. Tout à fait. Et un premier centre, c'est Primo Levi, Afrique Conseil, Mikoska, Sondiata, plein de ces centres-là qui accueillent les migrants, pour les mettre à l'aise et puis pour les écouter. Parce que ce qui est important, c'est de les écouter. L'écoute. Quand on les écoute, ils se sentent soulagés. Ils ont confiance en eux. Ils peuvent enfin parler. La parole peut se libérer. Et vous recevez combien de demandeurs d'asile Oh, par an? je n'ai pas des Ou statistiques. par jour ou par Oh, mois? je sais que ça peut varier, ça varie entre 10 par mois, parce qu'on oriente, hein, on les oriente toujours en différents. On ne reste pas, chez nous ils viennent, moi j'accorde 2 heures d'écoute à un migrant qui arrive. Et en Maître permanence. Ngonou, comment assister juridiquement un demandeur d'asile qui arrive, qui est sans papier, qui vient avec ses souffrances, sa peine, et comment vous l'orientez, comment vous organisez sa procédure administrative? Oui, bonne question. Déjà, je m'en voudrais de ne pas relever au bénéfice de la France, hein, parce que le tout n'est pas de tirer à boulet rouge, qu'en complément de la Convention de Genève, la France a créé dans son arsenal juridique une disposition que l'on appelle la protection subsidiaire. Donc, quand vous avez un migrant qui arrive et dont la situation ne relève pas de la Convention de Genève, il est possible qu'il puisse bénéficier de la protection subsidiaire qui est attribuée ou bien qui est octroyée en fonction des atrocités, des atteintes à l'intégrité physique que le requérant peut expliquer avoir fait l'objet. Donc, je note simplement pour les statistiques de l'OFPRA que seulement pour l'année 2016, on a eu 9 667 octrois de protection subsidiaire. Maintenant, pour revenir à votre question, quand je reçois le migrant, il faut dire, et c'est ma première grande surprise quand j'ai commencé ce contentieux, c'est que, et je le dis, c'est une expérience personnelle, on n'est pas sur tous les plans suffisamment outillé, suffisamment préparé pour affronter certaines de ces situations. Parce que vous avez des migrants qui pleurent, qui vous exposent des situations très difficiles, et vous-même, humainement, si vous n'êtes pas psychologiquement préparé, vous craquez. Plusieurs fois, en pleine audience, vous avez des avocats qui sont carrément au bord de l'âme. Donc vous montrez cette Donc, sensibilité il y a cette au problème sensibilité des demandeurs qui d'asile. nous C'est permet la aussi fête. de mieux défendre le client, parce que moi, je fais plusieurs fois comprendre aux magistrats que ce n'est pas qu'un dossier. Derrière ce dossier, il y a toute une vie, il y a tout un parcours. Comment je le défends? Il y a d'abord l'accueil au cabinet, au cours duquel je lui donne la possibilité, et M. Fopa a raison, de parler. Parce qu'on est parfois le premier véritable interlocuteur et psychologue. On lui donne la possibilité de parler, de comprendre les raisons pour lesquelles il a essuyé un échec à l'OFPRA. Parce que nous les recevons en seconde position quand il y a eu un échec à l'OFPRA et nous le préparons pour passer devant la Cour nationale de droit d'asile. Donc nous le préparons, moi je le prépare en tout cas, après avoir écouté son récit et à voir comment non pas le changer. Parce que très souvent, on constate que le récit est totalement bidon et on a la tentation de vouloir changer, mais si vous changez, c'est mort tout de suite. Donc, on va essayer de le fomenter, de le maquiller, de lui donner un sens en obligeant le migrant, le requérant, à apporter beaucoup de précision. Alors ça, et pour revenir à ce que vous avez dit, en France, dans le droit français, la preuve se fait par tous les moyens. Tant que vous ne pouvez pas prouver, vous n'arriverez à rien avoir. Et j'ai des migrants, surtout ceux qui ont subi des viols, qui ne veulent pas en parler. Et moi, je leur dis, je les mets à l'aise, Quand c'est des femmes, c'est plus difficile, je le reconnais. Mais quand vous les mettez à l'aise en leur disant, ne vous inquiétez pas, le jour de l'audience, je vais demander un huis clos dont nous ne serons qu'entre nous, vous pouvez tout me dire,
je suis tenu à un secret professionnel. Il vous parle de ses difficultés, de tout ce qu'il a vécu. Donc, une fois que j'ai écouté tout ça, je le prépare à pouvoir apporter beaucoup de précisions parce que la Cour nationale de droit d'asile aime les précisions, aime les détails. Tant que vous ne pouvez pas donner des détails, les détails c'est quoi? Tel jour, à telle heure, il m'est arrivé telle chose. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des contradictions entre votre récit devant la Cour et celui à l'OFPRA. Et là, quand on vous prend en flagrant délit de contradiction sur des dates, vous pouvez être sûr que votre décision ne sera pas positive. Alors, donc, je ne peux pas... Autant d'efforts pour apporter assistance à tous ceux qui sont persécutés ou qui ont tout laissé pour être ici. Alors, vos prestations, ce n'est pas gratuit, tous vos efforts. Alors, comment vous êtes rémunéré? Comment ça se passe? Alors, je fais sur 100 clients que je défends au titre que je défends pour l'asile, je dirais 90, je les ai au titre de l'aide juridictionnelle. Donc, c'est des prestations, c'est des rémunérations qui sont de l'ordre de 500, je crois 500, 550 euros. Évidemment, on ne fait pas... 528 euros, pardon, merci confrère. On ne le fait pas pour des raisons de rentabilité. Si vous voulez gagner de l'argent... Par individu, par dossier. Donc, quand vous comptez le temps d'accueil du client, d'analyse du dossier, de rédaction de mémoire, d'assistance à l'audience, parfois il y a des renvois, ben, c'est des procédures que vous facturez au quadruple. Mais nous, on le fait, en tout cas moi je le fais par conviction, je le fais par souci d'humanisme, par une espèce de sacerdoce. Donc, ce qui est important et ce que je dis, et je pense que le téléspectateur qui nous écoute devrait vraiment comprendre qu'il ne suffit pas d'entendre ce qu'on leur dit au quartier par rapport à tel ou tel dossier pour venir dire « je ferai pareil ». Chaque dossier est particulier. Ce n'est pas parce que la mère, j'ai eu des dossiers où l'enfant a eu la protection subsidiaire et la mère ne l'a pas eu. Donc chaque cas est particulier. On vient d'un pays en guerre, oui, mais la Convention de Genève aussi le dit, il y a un principe d'individualisation des craintes. Ce n'est pas parce que je viens d'un pays en guerre qu'automatiquement, j'ai droit au statut de réfugié. Certes, nous partons sur une jurisprudence bien établie qui parle de pays où règne un contexte d'insécurité ou une violence généralisée, mais ça ne vous permet pas d'avoir le statut de réfugié. Ça vous permet d'avoir la protection subsidiaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on refuse le droit d'asile à quelqu'un qui est persécuté en France? Qu'est-ce qui fait qu'on lui refuse le droit d'asile? C'est parce qu'il n'a pas réussi à prouver qu'il a quitté son pays. Est-ce qu'il n'y a pas une autonomie en ce sens qu'on peut ne pas pouvoir mieux rendre ce qu'on pense ou ce qu'on a vécu Évidemment. Que de s'exposer et encore repartir dans son pays? Évidemment, parce que, et vous faites bien de le préciser, quand on a une décision de rejet de la Cour nationale de droit d'asile, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un ultime recours devant le Conseil d'État. Sur 100 personnes, vous n'en avez pas 5 qui le font. Pourquoi? Parce que c'est tout de suite un avocat. Et l'avocat au Conseil d'État, c'est 4-5 000 euros. Ils ne sont pas prêts à payer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent là et très souvent, ils ont une obligation à quitter le territoire français qui est prise à leur encontre, ce qu'ils contestent pour certains, d'autres ne le contestent pas. Juste pour préciser la différence parce que, entre le statut de réfugié et la protection subsidiaire, c'est que, évidemment, nous souhaitons tous à nos clients d'avoir le statut de réfugié. Mais la protection subsidiaire lui permet d'avoir une régularisation, un titre de séjour d'1 an, qui reste une espèce de précarité. Parce que le texte dit que quand les conditions qui ont présidé à la délivrance de ce statut de réfugié n'existent plus, vous perdez ce titre de séjour. Alors que si vous avez obtenu un statut de réfugié, on vous délivre tout de suite une carte de 10 ans, vous avez tout de suite derrière les actes de naissance qui vous est délivré par l'OFPRA. Par l'OFPRA, vous avez un passeport et au bout de... Vous n'avez pas à attendre 5 ans pour demander la nationalité. Donc, le statut de réfugié, c'est le Graal, mais on se console parfois avec la protection subsidiaire qui n'est pas aussi évident à obtenir, vous devez le savoir. Donc, pour terminer là-dessus, il faut que les clients sachent réellement qu'on est dans un domaine où la preuve est déterminante.
la preuve par tous les moyens. Preuve par des documents, preuve par des récits, preuve par des témoignages, preuve par des recherches juridiques, parce que très souvent, nous, on va sur Internet pour regarder ce qui s'est passé, s'il n'y a pas des émissions télé, des émissions radio qui ont fait état de telle ou de telle situation dont parle le requérant, et on les imprime pour venir prendre à la cour en disant « Regardez, ce qu'il dit a fait l'objet d'un commentaire dans son pays, tel jour à telle heure ». Alors, monsieur Foppa, vous voulez pour dire ajouter quelque à chose? ce que disait Maître Ngoumou, il existe pour les mineurs isolés, l'aide sociale à l'enfance, qui, dans un premier temps, le juge pour l'enfant prend les décisions, ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'ordre de placement provisoire, qui va le placer dans une structure comme la nôtre, c'est la suite éducative, puisque je suis salarié dans ces structures-là. Et l'aide sociale à l'enfance joue un grand rôle de protection, puisqu'on parle là de protection des mineurs. Et de 17 ans jusqu'à 21 ans, il est protégé. Il est protégé par l'aide sociale à l'enfance et nous, on l'accompagne à constituer tout le dossier, tout l'arsenal de dossiers possible pour arriver à ce qu'à 21 ans, qu'il ait régularisé sa situation, qu'il soit demandeur d'asile ou pas, ou un titre de séjour, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre au crédit de la France. Alors, voilà, vous me rappelez un reportage publié dimanche dernier par une grande chaîne de La Place qui indique que plus de 500 enfants sont SDF avec leur mère dans la rue en France. Qu'en dites-vous? C'est un drame. C'est un drame absolu. Le nombre de mineurs, je le dis parce que je suis souvent devant le juge des enfants. Et donc j'ai comptabilisé. Oui, certains qui en a plus. Il y en a, ça c'est les chiffres de ceux qui sont comptabilisés. J'interviens souvent devant le juge des enfants pour les mineurs isolés. Et vous parliez, confrère, de la preuve tout à l'heure. Et c'est une situation absolument terrible pour ces jeunes, dont beaucoup viennent d'Afrique subsaharienne. Ils ont un mal fou à prouver qu'ils sont mineurs. Parce que pour qu'il y ait un ordre de placement provisoire, il faut qu'ils comparaissent devant un juge des enfants qui va déterminer leur minorité, qui sont mineurs ou non. Alors, en France, ils ont trouvé une chose absolument géniale qui s'appelle le test osseux. Donc, tous les scientifiques disent que ce n'est pas fiable. Selon qu'on soit dans une région du monde, ça dépend de la région, de l'alimentation, de la génétique, c'est absolument pas fiable. Mais vous avez des juges qui remettent systématiquement en cause la minorité de beaucoup de jeunes à travers ce test. Et qui a droit exactement à cette aide sociale ici en France? Dès lors qu'un enfant est reconnu comme mineur, il est du devoir de l'État, c'est son droit, c'est le devoir de l'État de le protéger. C'est dans le code social. C'est le code social. Est-ce que ce code social est réellement bien sûr, on contourne. Si les mineurs, oui, c'est obligé. Dans des conditions parfois qui sont de moins en moins bonnes, mais au moins il est mis à l'abri. Oui. Mais pour éviter ça, parce que ça coûte cher à l'État, parce que l'État n'a plus envie de s'engager là-dedans, mais on remet en cause leur minorité. Vous parliez de preuves tout à l'heure. Voilà, on a beau soulever le fait que, devant les juges, le fait que ces tests osseux ne sont absolument pas fiables. Les magistrats ne veulent rien entendre. Alors, de temps en temps, on va faire un appel, interjeter appel des décisions devant la Cour d'appel de Paris. Bon, elle est confirmée systématiquement. Mais concernant la preuve, pour revenir un petit peu sur les demandeurs d'asile, l'information est capitale parce que on peut avoir une histoire dramatique et la manière dont c'est raconté vous sort complètement du... Vous avez posé la question pourquoi parfois c'est refusé. Parfois leur histoire rentre dans le cadre de l'asile, mais c'est parfois les associations qui les ont aidés ne sont pas toujours très compétents, n'ont pas toujours compris quels sont les enjeux de l'asile. Donc ils n'ont pas eu quelqu'un pour les accompagner à construire une histoire qui cadre avec la protection. La protection subsidiaire. Comment souvent réagir face aux interprétations minimalistes de ces autorités dont vous parlez alors?
Excuse-moi. Oui. Juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de mutualiser une fois qu'on a identifié, que nous avons identifié nos partenaires qui sont Justice, CIMAD et tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, on mutualise, n'est-ce pas, ces compétences pour les orienter au niveau, parce que on n'est jamais... Nous, on a toujours besoin des avocats, des psychologues, même des médecins et aussi des infirmiers, tout le pas corps des social. journalistes pour amplifier ce que vous faites. Mais il faut dire la vérité au monde, si c'est bien. On dit que c'est bien, si c'est pas bien, il faut dire l'émission est bienvenue pour pouvoir étayer tout ça. L'émission est bienvenue pour pouvoir donner l'information sur toutes ces questions-là. C'est un autre son de cloche au moins aujourd'hui. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Vous parlez tout à l'heure de l'émission que vous avez vue l'autre jour, qui parlait de cette affaire-là. Bien sûr, on fait appel aux journalistes pour qu'ils rendent compte, n'est-ce pas, de ce qu'on fait sur le terrain, avec les avocats, avec les médecins, avec les infirmiers, les psychologues, les éducateurs, comme moi, pour accompagner ces mineurs. Parce que c'est des mineurs qui deviendront plus tard les demandeurs d'asile et des migrants. Parce que on parle toujours de poids. Quand un mineur, surtout un mineur qui a perdu ses parents en guerre, et comme le maître disait tout à l'heure, parce que je dis un fait précis, Rwanda, une fille qui arrive et qui ne peut même pas parler, elle va dire quoi? Elle va nous dire, elle va pas dire, le maître a raison tout à l'heure, si elle sait qu'en face, il y a un cadre qui va lui permettre de parler tout ce qu'elle a vécu. Mais après, il faut savoir qu'après, même quand elle va grandir, tout ça, ça reviendra. Donc il faut établir un relais de prise en charge après pour qu'elle puisse être suivie tout au long de sa vie. Parce que le parcours migratoire ne s'arrête pas au moment où il a eu soit le droit d'asile ou un titre de séjour. Ça le poursuit tout au long de sa vie. Et pour ça, il faut se préparer à cela. Et lorsque la France expulse aussi, on dit quoi? Lorsque la France expulse... Des Maliens qui ont été expulsés il y a quelques années en arrière par revenus, l'ex-ancien. Même s'ils sont revenus, mais il y a l'action qui a été posée. J'en connais qui ne sont pas revenus quand même. Alors, pour terminer l'émission, on va aborder la troisième partie. Que faut-il faire pour mieux intégrer, sinon pour mieux assister ces demandeurs d'asile? Maître Sim. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir, quand ils arrivent sur le territoire, être en contact avec eux et leur expliquer. Je serais incapable de vous dire, de vous donner une solution. Je peux juste... D'abord, au niveau de l'État, que faut-il faire? Du jour... Concrètement, l'État, vous savez, l'État a ses... Quelqu'un parlait d'intérêt des États tout à l'heure. La protection des migrants. Le cadre administratif. La protection des migrants. L'hébergement. Voici des points ça. sur lesquels je crois que nous devons attirer l'attention de l'État. Il faut savoir une chose, c'est que la protection, la France est un pays, Fillon a dit que c'est un pays en faillite, il n'avait pas tort. Hein. C'est aujourd'hui la protection des migrants, l'accueil des demandeurs d'asile, ce n'est clairement pas une priorité. Et je crois que de ce point de vue-là, il ne faut pas beaucoup attendre de l'État. L'État n'est pas prêt aujourd'hui à mettre la dignité des hommes, l'humain, au-dessus des considérations bassement matérielles et bassement politiques, politiciennes, idéologiques. Parce que parfois le problème aussi est à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de solution au niveau de l'État, vous Je ne dis pas que du côté de l'État, je n'attends pas beaucoup de solutions. Très franchement, je n'attends pas beaucoup de solutions. C'est beaucoup plus du côté de l'associatif. Je connais quelqu'un qui va réagir tout à l'heure. Du côté de l'associatif. Monsieur Fopa, qu'en dites-vous? Il n'y a pas de solution au niveau de l'État? Il y a des solutions, mais il faut que l'État puisse. L'État n'a pas envie de donner ces solutions-là parce que ça lui coûte des moyens. Tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, par exemple la loi de 2015 sur la réforme du droit d'asile, qui permet de diminuer quelques minutes. Oui, qui permet de diminuer les délais. Ce n'est pas pour le bien des migrants. C'est juste parce que pour des raisons économiques, on n'a pas beaucoup d'argent à donner au titre des allocations. Il
il faut vite balayer tout ça et puis il n'y a pas d'argent. Qui avait une association voilà. avec des demandeurs d'asile. Alors il ne faut pas cracher dans la soupe quand même. Hein. Il faut quand même il faut reconnaître, il faut donner à César ce qui appartient à César, ainsi de suite. Non. C'est vrai que, Maître parle des statistiques, c'est vrai que le pourcentage... Il ne nous reste pas assez de temps. Le pourcentage des jeunes que nous laissons au bord de la route est minime. Donc l'État, voilà, en quelques mots, l'État favorise à ce que la société civile, les associations puissent s'organiser pour pouvoir mutualiser leur expérience, leurs compétences, pour accueillir ces migrants, les accompagner autant que faire se peut, pour qu'ils puissent trouver ne fût-ce qu'un minimum de mieux vivre ensemble dans le territoire d'accueil. C'est ce que nous on fait. Vous avez le dernier mot? J'ai le dernier mot, c'est tout à mon honneur. Alors, je ne suis pas d'accord de dire qu'on ne peut qu'on peut pas faire grand-chose. On peut déjà essayer de mieux faire fonctionner ce qui existe. Aujourd'hui, je trouve scandaleux qu'un demandeur d'asile qui a vu sa demande rejetée par l'OFPRA, enfin, qu'il attende déjà plus d'1 an pour avoir une réponse et que le traitement de sa demande met plus de 2 ans, alors même que d'après les textes, l'OFPRA a 6 mois pour pouvoir traiter la demande et s'il y a une décision de rejet, la Cour nationale de droit d'asile a 6 mois à compter de sa saisine pour pouvoir rendre une décision, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut dire que c'est un sujet qui est très vaste. Il y a beaucoup à dire sur le droit d'asile et l'action humanitaire. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir et de décortiquer tous ces différents points. Merci d'être venu participer à cette émission et à bientôt. Merci de nous avoir invités. Bonne soirée. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.